Alors cette présence des Arabes, elle est très importante tout le long de la zone steppique. Alors, écoutons, si vous le voulez bien, la description, la présentation de ces Nabatéens par le grand géographe grec Strabon. Les Nabatéens sont sobres et parcimonieux, au point que la loi chez eux frappe d'une amende celui qui a écorné son bien et décerne au contraire des honneurs à celui qui l'a augmenté. Comme ils ont peu d'esclaves, ils sont servis habituellement par des parents, à charge de revanche bien entendu. Bien souvent, il leur arrive aussi de se servir eux-mêmes, et cette nécessité s'étend jusqu'au roi. Ils prennent leur repas par table de 13, et à chaque table sont attachés 2 musiciens. Le roi a une grande salle qui lui sert à donner de fréquents banquets. Dans ces banquets, personne ne vide plus de 11 coupes. L'usage est, chaque fois qu'on a bu, d'échanger contre une autre la coupe d'or que l'on vient de vider. Le roi, ici, est si proche du peuple que, non content de se servir souvent lui-même, il sert parfois les autres de ses propres mains. Quelquefois aussi, il est tenu de rendre des comptes à son peuple et voit alors toute sa conduite soumise à une sorte d'examen public. Les habitations, construites en très belles pierres, sont magnifiques, mais les villes n'ont pas de murs d'enceinte par la raison que la paix est l'état habituel du pays. Le sol de la Nabatène est généralement fertile et productif. L'olivier est le seul arbre auquel il ne convient pas. Aussi, à défaut d'huile d'olive, ne se sert-on que d'huile de sésame. Les moutons ont tous la laine blanche. Les bœufs sont grands. Le pays ne nourrit pas de chevaux, mais les chameaux en tiennent lieu et les suppléent en tout. Il va falloir que nous abandonnions la Syrie. Voulez-vous faire une dernière allusion à un événement qui a frappé les contemporains dans la seconde moitié du IIIe siècle et qui frappe encore aujourd'hui et les historiens et les amateurs d'histoire? C'est dans ces villes sur lesquelles nous serions volontiers appesantis ces jours de cet Orient voluptueux dont vous rappelez, Nicole Belaïch, que les Occidentaux et les Romains le regardaient avec un peu d'admiration, mais aussi peut-être de mépris. Dans l'une de ces villes que vous dépeignez très bien, avec des plans, avec des vues, Palmyre. Palmyre, cette merveilleuse oasis, à un moment où les Romains en Syrie se frottent déjà depuis longtemps, et c'est devenu un des grands thèmes de cette période, à ceux qui ont remplacé à l'est les Perses sassanides qui sont les Parthes arsacides. C'est dans ce contexte que naît une principauté étonnante avec à sa tête une femme. Zénobie, qu'en est-il? Alors, l'aventure de Zénobie faisait évidemment une belle chute, et puis le mot de Zénobie, je ne sais pas si le mot de Zénobie d'ailleurs évoque encore grand-chose pour nos contemporains. Pour moi, ça avait l'avantage dans le titre de mettre un homme, une femme, de mettre un conquérant et une femme originaire de Syrie. L'aventure de Zénobie est quelque chose de tout à fait intéressant, mais sur lequel il ne faut peut-être pas se tromper. Moi, si je trouve un caractère exemplaire à l'aventure de Palmyre, en dehors de tout ce qu'on pourrait dire de la culture de Palmyre, de ses dieux, etc., et de son commerce, c'est que on voit là des indigènes fortement acculturés. Zénobie est entourée de gens qui parlent grec, de rhéteurs, etc., mais qui ne fait pas sécession, comme on l'écrit malheureusement presque toujours et partout, mais qui, en quelque sorte, prend en charge, comme à d'autres endroits, les intérêts de l'Empire, en tenant compte de la carence du pouvoir impérial, en quelque sorte. Puisque les empereurs de Rome ne sont plus capables de nous défendre contre les Perses, qui quand même sont venus détruire Antioche, qui ont fait des incursions dans toute la Syrie, eh bien, on voit une femme poussée par l'ambition, je ne vais pas dire que pour autant elle n'a pas d'arrière-pensée, mais entreprendre de rassembler, parfois par la force aussi, parce qu'il y a des expéditions militaires, sous son autorité, nominalement celle de son fils quand même,
l'ensemble des provinces romaines d'Orient. Et le titre de Zénobie, c'est pas reine de Palmyre, elle est simplement Augusta, elle est impératrice, comme son fils est empereur. Hein, et ça donne bien le sens. Alors je crois qu'il ne faut pas y voir une révolte nationaliste. Elle n'est pas la première à monter un front de libération de la Syrie. Il ne faut pas l'imaginer comme ça. Je crois qu'il faut être lucide. Elle a l'attitude qu'ont eu à d'autres endroits des grands notables de combler les carences du pouvoir impérial. Oui, je crois qu'on voit surtout la fécondité sociale et politique de cette région qui est capable de faire naître des aventures politiques et ethniques tout à fait étonnantes. Oui, l'interprétation. Nicole Belaïch, vous avez sûrement quelque chose à dire sur Zénobie. Toujours. L'interprétation que vous donnez est tout à fait juste. Et d'ailleurs, elle a son parallèle. En Occident, à la même époque, nous sommes en plein milieu du IIIe siècle avec tous les problèmes d'invasion de l'Empire, c'est l'Empire gaulois. Donc je crois que là, on a aux deux pôles éloignés de l'Empire romain cette volonté de la part de Romains, parce que Zénobie est citoyenne romaine, bien sûr. de la part de Romains, de défendre en fait la romanité. J'ai été très frappée sur la couverture de votre livre, superbe couverture, que vous ayez choisi précisément ce couvercle-là. C'est un couvercle de sarcophage avec une écriture en palmyrénien, donc on pourrait penser qu'on a affaire à un indigène pur sucre, et cet indigène est habillé avec la toge, alors que vous auriez pu choisir un autre indigène qui est dans le cœur de l'ouvrage et qui est habillé, lui, avec le pantalon de Parthe. Donc je crois que vous avez choisi quand même votre conclusion sur cette histoire de la Syrie. Alors, cette conclusion, voulez-vous la donner à nos auditeurs? Alors, la conclusion, c'est extrêmement difficile parce que déjà conclure un ouvrage de presque 1200 pages n'est pas une mince affaire. Je dirais que la chute de Palmyre en 272-273, puisqu'il y a 2 sièges de Palmyre, n'est évidemment pas une fin. Ça va de soi. Même si j'ai traité sur la longue durée, je n'ai pas du tout l'impression de m'arrêter même à un moment forcément capital. C'est capital pour Palmyre, parce que c'est vrai que Palmyre ne s'en relève pas, même si la ville dure jusqu'au 9e ou 10e siècle. Mais ce qui me paraît important, c'est que dans le fond, cette aventure, comme on le disait il y a 2 minutes, cette aventure de Zénobie montre à quel point finalement les élites syriennes et d'une manière générale la population de la Syrie a pris en charge cette culture nouvelle, les intérêts de l'Empire, s'est intégré à l'Empire. Et je crois que la Syrie s'est parfaitement bien intégrée à l'Empire, sans pour autant renoncer à son originalité. Si j'espère, ou en tout cas c'est ce que j'ai voulu faire, je ne sais pas si j'y ai réussi, mais j'espère avoir essayé de montrer comment une région du monde antique, de l'Empire romain, mais aussi du monde grec, les deux étant ici intimement liés, prend un aspect extérieur, mais aussi qui est profondément intégré et vécu, c'est pas un simple vernis culturel, et en même temps enrichit ses propres traditions par l'absorption d'autres cultures. C'est en fait une longue histoire de l'interpénétration, chacun choisissant, et il est probable que les notables des villes ne choisissent pas la même chose que les paysans des campagnes, mais tous tirent quelque chose de cette culture nouvelle, pour donner une nouvelle image de la civilisation de la Syrie antique. Eh bien, je crois que les lecteurs de ce beau livre comprendront mieux toutes les richesses que recèle le sous-sol historique de cette région, qui est encore une des régions qui, de temps en temps, enflamme le monde. Et pour terminer, nous avons parlé des Juifs, nous n'avons pas parlé comme si c'était un événement presque négligeable, mais qui ne joue pas un tel rôle dans l'histoire de la Syrie. Nous n'avons pas parlé de la naissance de notre monothéisme dans cette région, qui est le christianisme. Nous n'avons pas non plus beaucoup parlé des païens. Hélas. Qui sont les plus nombreux, tout de même. Qui sont les plus nombreux, auxquels vous vous intéressez beaucoup, Nicole Belaïch, et vous nous permettrez de réduire cet intérêt à la fin de cette émission.
en écoutant un texte assez étonnant de Hérodien sur le dieu d'Émèse et son prêtre, qui montre cette variété, cette luxuriance des formes religieuses et des pratiques religieuses dans la Syrie antique. Les futurs empereurs, Élagabal et Alexandre Sévère, étaient consacrés au dieu Soleil. Tel est le dieu que vénère la population locale et qui s'appelle en phénicien Elayagabal. On avait construit en son honneur un très grand temple orné d'une grande quantité d'or et d'argent et d'un très grand luxe de pierres précieuses. Ce dieu ne reçoit pas seulement un culte des gens du pays. Tous les satrapes et les rois barbares du voisinage rivalisent entre eux pour lui adresser chaque année de magnifiques offrandes. Quant à la statue cultuelle, elle n'est pas, comme chez les Grecs ou les Romains, sculptée de main d'homme et ne vise pas à représenter la divinité. C'est une très grande pierre circulaire, en bas et pointue à l'extrémité supérieure, de forme conique et de couleur noire. Les gens du pays en parlent solennellement comme d'une statue tombée du ciel. Ils en montrent certaines petites proéminences ou incisions et veulent qu'on voie en elle l'image inachevée du soleil, parce qu'ils la regardent effectivement ainsi. C'est donc à ce dieu que Bassianus s'était consacré. Le culte lui en avait été confié parce qu'il était l'aîné. Il paraissait en public dans un accoutrement barbare, vêtu qu'il était de tunique de pourpre tissée d'or, à longues manches, et qui lui descendait jusqu'aux pieds. Des chausses, elles aussi diaprées d'or et de pourpre, couvraient la totalité de ses jambes, de la pointe du pied jusqu'à la cuisse. Sa tête était orné d'une couronne de pierres précieuses qui brillait de vives couleurs. Il était dans la fleur de son adolescence et dépassait en beauté tous les jeunes gens de son âge. Et comme sa personne rassemblait la beauté physique, la fleur de l'adolescence et le luxe vestimentaire, on eût pu comparer ce jeune homme à telle ou telle belle statue de Dionysos. Quand il accomplissait les rites sacrés, et que selon l'usage des barbares, il dansait autour des autels au son des hautbois, des flûtes et d'autres instruments, les soldats l'observaient avec plus d'attention que tous les autres spectateurs, car à sa beauté, qui attirait tout leur regard, il joignait une origine impériale. Ce grand entretien des lundis de l'histoire était proposé par Jacques Le Goff, les textes lus par Jean-Pierre Leroux.